L'été de 1847 s'annonçait prometteur dans la région de Champagne. Le soleil dardait ses rayons sur les collines couvertes de vignes et l'air embaumait les fleurs sauvages et le raisin mûr. Les habitants du village de Vertus, petits et silencieux, regardèrent parfois de leurs fenêtres la maison d'Émilienne Giraud perchée sur une colline, enveloppée d'une légère brume matinale qui lui donnait un aspect irréel, presque surnaturel. Certains murmuraient que son vin avait des qualités extraordinaires. D'autres, plus prudents, se contentaient d'observer la silhouette gracieuse de la maîtresse des lieux, sa démarche élégante et ses doigts fins effleurant les grappes avec une tendresse inquiétante. Émilienne accueillait les visiteurs avec un sourire qui semblait capable d'apaiser les esprits les plus méfiants. Elle portait toujours des robes simples mais impeccables, dont les couleurs rappelaient la vigne et la terre, et ses yeux d'un vert profond brillaient d'une lueur presque hypnotique. Chaque geste était calculé, chaque mot mesuré. Les villageois, bien qu'intrigués, n'osaient jamais poser de questions trop précises. On disait qu'elle était issue d'une lignée ancienne, qu'elle connaissait les secrets des vignes mieux que quiconque, et que son vin apportait plus qu'un simple plaisir des sens, il promettait la paix de l'âme, disait-on. Mais sous ce vernis de perfection, Émilienne cachait une obsession que nul ne pouvait deviner. Depuis des années, elle expérimentait dans sa cave, mélangeant des herbes rares, des infusions et des substances chimiques qu'elle avait apprises à isoler dans les grimoires anciens. Son but n'était pas simplement de produire un vin supérieur, elle voulait contrôler, manipuler et punir ceux qui franchissaient la porte de sa demeure. Chaque visiteur devenait un sujet dans son jeu silencieux, une pièce sur l'échiquier de sa folie. Les invitations étaient toujours polies, élégantes. Les voyageurs de passage dans la région étaient souvent émerveillés par la richesse des vignobles et la promesse d'un vin exceptionnel. Émilienne, avec sa voix douce mais ferme, invitait chacun à goûter son nectar. « Un petit verre pour vous rafraîchir après votre route ?» proposait-elle, en tenant une carafe étincelante. Le vin coulait dans les verres comme du rubis liquide, et il y avait quelque chose de fascinant dans le reflet des chandelles sur le liquide. Au début, rien ne semblait étrange. Les visiteurs notaient seulement le goût unique, presque envoûtant, et l'arôme intense qui semblait caresser leurs sens. Mais bientôt, certains commençaient à ressentir une fatigue inhabituelle, une lente torpeur qui s'emparait de leurs membres, comme si le sol lui-même les aspirait vers une rêverie étrange et inquiétante. Et pourtant, l'atmosphère restait charmante. Les rires et les conversations légères masquaient à peine la tension croissante que seuls les plus attentifs pouvaient percevoir. Un jour, un marchand de vin de Reims nommé Henri Lafont vint pour examiner le vignoble et goûter les crus d'Émilienne. Il avait entendu parler de sa réputation et, en tant que professionnel, voulait confirmer la qualité du vin. Émilienne l'accueillit avec son sourire habituel et, après quelques mots de politesse, lui versa un verre. Henri leva son verre, admirant la couleur intense et le bouquet aromatique qui semblait presque surnaturel. Mais à peine eut-il pris une gorgée qu'un léger vertige le saisit. Ses paupières devinrent lourdes, et il sentit une chaleur étrange se répandre dans ses veines. Il tenta de se lever pour demander de l'eau, mais ses jambes refusèrent de le porter. Émilienne, impassible, observa chaque mouvement avec une attention glaciale, comme un artiste scrutant la toile qu'il est en train de peindre. Ce qui rendait Émilienne véritablement redoutable, c'était sa capacité à dissimuler ses intentions. À aucun moment elle ne montrait de signes de violence ou de malice apparente. Tout semblait naturel, presque innocent. Et c'est précisément cette innocence apparente qui rendait ses actions si terrifiantes. Les visiteurs, inconscients du danger, restaient captifs de son hospitalité, pris dans un réseau invisible qu'ils ne pouvaient ni voir ni comprendre. Au fil des semaines, des histoires commencèrent à circuler dans le village. Des voyageurs disparaissaient après avoir visité la maison d'Émilienne. Certains revenaient, mais changés, silencieux, le regard vide, comme s'ils portaient en eux un secret que personne ne pouvait déchiffrer. Les villageois se racontaient ces récits à voix basse, certains suggérant même que la maison était maudite, que la vigne elle-même avait été touchée par une force obscure, mais la curiosité restait plus forte que la peur. Ceux qui entendaient parler du vin d'Émilienne étaient irrésistiblement attirés par la promesse d'un nectar incomparable. Et c'est dans cette atmosphère chargée de mystères et de dangers latents que le récit prend racine. Chaque gorgée, chaque sourire, chaque mot prononcé par Émilienne devenait une pièce dans une machination subtile, et le lecteur ou spectateur ne pouvait s'empêcher de se demander
Qui sera le prochain à tomber sous son charme? Qui découvrira la vérité avant qu'il ne soit trop tard? Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner au canal et de nous dire dans quelle ville vous regardez cette vidéo et quelle est la température là-bas. Votre curiosité pourrait vous sauver ou vous perdre. Le soleil se couchait sur les vignes, teintant la maison d'Émilienne d'une lumière dorée et trompeusement paisible. Mais derrière cette beauté se cachait un monde d'ombre, où chaque geste, chaque sourire, chaque verre versé pouvait sceller un destin. Et c'est ainsi que commence l'histoire macabre d'Émilienne Giraud, la femme qui envenimait les visiteurs de la Champagne, un récit où charme et horreur s'entrelacent et où le danger se cache dans les recoins les plus doux et les plus séduisants. Le matin suivant, une brume épaisse enveloppait les collines de Champagne, comme si la nature elle-même cherchait à cacher les secrets qui allaient se dérouler ce jour-là. La maison d'Émilienne Giraud semblait silencieuse, paisible, presque accueillante, mais ceux qui avaient déjà goûté à son vin savaient que ce calme n'était qu'une façade. Dans l'ombre des vignes, le murmure du vent ressemblait à un avertissement, mais personne n'osait l'écouter. Henri Lafont, le marchand de Reims, n'avait pas complètement récupéré de la torpeur étrange qu'il avait saisie la veille. Son esprit était embrouillé, ses souvenirs fragmentés, mais il se rappelait vaguement de ce sourire, de ce geste élégant et de ce vin, et d'une sensation presque surnaturelle qui l'avait envahi. Pourtant, la curiosité était plus forte que la peur. Henri décida de retourner à la maison d'Émilienne pour comprendre ce qu'il avait ressenti. Il ignorait que ce geste allait sceller son destin. À son arrivée, Émilienne l'accueillit avec une douceur impeccable. « Monsieur Lafont, quelle agréable surprise !» dit-elle, sa voix caressant l'air comme une mélodie. Le cœur d'Henri battait la chamade, mais il ne pouvait s'empêcher de répondre à cette hospitalité, comme un papillon attiré par une lumière trompeuse. Elle le fit asseoir dans son salon, décoré de tapisseries aux couleurs riches et de meubles anciens dont la patine racontait des siècles d'histoire. Les rayons du soleil filtraient à travers les vitraux, dessinant des motifs étranges sur le sol en pierre. Émilienne versa délicatement un verre de vin rouge rubis et le tendit à Henri. « Pour votre santé, monsieur Lafont. Vous verrez, ce vin a des propriétés étonnantes. » Elle souriait, mais il y avait une lueur dans ses yeux que lui seul pouvait percevoir, une intensité glaciale qui contrastait avec sa voix chaude. Henri leva son verre et but, sentant immédiatement la chaleur se répandre dans son corps. Mais cette fois, la sensation était plus intense, plus insidieuse. Ses pensées devinrent confuses et une lourdeur oppressante s'empara de ses membres. Émilienne l'observait avec une patience infinie, notant chaque réaction, chaque frémissement de ses lèvres, chaque battement de son cœur. Elle avait appris à connaître les effets de ces mixtures avec une précision scientifique, mais ses motifs étaient purement macabres. Ce n'était pas seulement le goût du vin qu'elle cherchait à perfectionner, mais la manière dont il pouvait manipuler, corrompre et, enfin, détruire. Henri tenta de se lever, sentant l'urgence d'échapper à l'emprise du vin, mais ses jambes refusèrent de le porter. Une sueur froide parcourut son dos, tandis qu'il réalisait qu'il était piégé, non par des barreaux ou des chaînes, mais par une force invisible, subtile et mortelle. Émilienne s'approcha, déposant doucement sa main sur son épaule. « Ne vous inquiétez pas, mon cher, vous êtes simplement invité à vous reposer un instant. » Mais il n'y avait aucune consolation dans ces mots. Au contraire, chaque syllabe résonnait comme un avertissement funeste. Les heures passèrent, et Henri sombra dans un état proche de l'inconscience. Son esprit flottait entre la réalité et un rêve inquiétant où les vignes semblaient se transformer en bras, l'agrippant et le tirant vers le sol. Les rayons du soleil étaient désormais des aiguilles brûlantes, perçant sa peau et son âme. Et au milieu de ce cauchemar éveillé, la silhouette d'Émilienne apparaissait, immobile, parfaite, comme une statue qui observait sa proie avec un plaisir cruel. Lorsque Henri reprit conscience, il était allongé sur le sol du salon, ses forces presque entièrement évaporées. Émilienne se tenait près de lui, un verre vide à la main et un sourire énigmatique sur ses lèvres. « Vous êtes chanceux, pour cette fois, » murmura-t-elle. Mais Henri savait que cette chance n'était qu'illusion. Chaque moment passé dans cette maison renforçait le pouvoir qu'Émilienne exerçait sur ses visiteurs, et il était désormais piégé dans un réseau dont il ne voyait pas les limites. Dans les jours qui suivirent, d'autres visiteurs arrivèrent, attirés par la réputation du vin miraculeux. Certains étaient des marchands comme Henri, d'autres des voyageurs curieux,
et même des nobles de passage cherchant à goûter à ce nectar unique. Tous succombaient, plus ou moins rapidement, à l'influence subtile de la maîtresse des lieux. Les disparitions se multiplièrent, et le village commença à murmurer des rumeurs plus sombres. Certains parlaient de fantômes errants, d'autres d'une malédiction qui s'abattait sur ceux qui osaient franchir la porte d'Émilienne. Mais Émilienne n'était jamais satisfaite. Chaque expérience était une leçon, un raffinement de sa technique, et chaque nouvelle victime un pas de plus vers la perfection de son art macabre. Elle notait tout dans son journal, avec une précision glaciale, chaque réaction chimique, chaque effet physique et psychologique, comme un scientifique obsédé par la découverte de la formule ultime. Et c'est ainsi que le village de Vertus, sous le soleil doré de la Champagne, cachait un secret effroyable. Une femme belle et charmante tissait silencieusement la mort dans les recoins les plus subtils de son domaine. Les vignes, témoins silencieux, semblaient vibrer avec une conscience obscure, comme si elle savait que chaque fruit récolté pouvait devenir un instrument de tragédie. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner au canal et de nous dire dans quelle ville vous regardez cette vidéo et quelle est la température là-bas. Votre vigilance pourrait être votre salut ou votre perte. Alors que la nuit tombait sur la Champagne, les ombres des vignes s'allongeaient, créant des formes grotesques qui semblaient danser au rythme d'un rituel invisible. Henri, bien que vivant, était désormais marqué à jamais par son passage dans cette maison. Et ceux qui suivraient ses traces risquaient de découvrir que la véritable horreur n'était pas dans le vin lui-même, mais dans la volonté glaciale d'Émilienne Giraud de jouer avec les vies humaines comme on joue avec des marionnettes. Avant que la terreur ne s'empare de la Champagne, Émilienne Giraud n'était qu'une enfant parmi tant d'autres. Née en 1825 dans une famille modeste, elle avait grandi dans une petite maison bordant les vignes. Son père, vigneron sévère et coléreux, n'épargnait ni le châtiment ni les remarques cruelles, et sa mère, fragile et effacée, se noyait dans le silence, incapable de protéger sa fille des rigueurs du quotidien. Émilienne avait donc appris dès son plus jeune âge que le monde était un lieu impitoyable, où la faiblesse était un défaut que l'on payait au prix fort. L'enfant observait, silencieuse et attentive, les interactions des adultes autour d'elle. Chaque sourire forcé, chaque plainte étouffée, chaque injustice impunie s'imprimait dans son esprit. Les autres enfants du village la craignaient autant qu'ils la méprisaient, car Émilienne avait développé une intelligence aiguisée et une capacité d'analyse qui dépassait son âge. Elle savait écouter, observer et comprendre les failles dans le comportement des autres, des talents que peu de gens possédaient et qu'elle transformerait plus tard en instrument de contrôle et de manipulation. À 15 ans, un incident changea sa vie à jamais. Une amie d'enfance, Marie, tomba malade après avoir bu de l'eau contaminée dans la rivière voisine. Émilienne avait observé la scène avec une curiosité presque scientifique, notant les symptômes, le rythme de la progression de la maladie et surtout la panique qui s'emparait des adultes autour d'elle. Le corps de Marie succomba lentement et Émilienne sentit pour la première fois l'attrait morbide de la puissance sur la vie et la mort. Cette fascination ne la quitterait jamais. Sa jeunesse fut marquée par une solitude profonde et un sentiment de détachement. Elle apprit à cacher ses émotions derrière des sourires et des gestes gracieux, mais à l'intérieur, elle cultivait des pensées sombres, des stratégies et des scénarios où elle testait les limites humaines. Elle lisait des ouvrages interdits sur les poisons et les remèdes, accumulant un savoir interdit pour une jeune fille de son âge et préparant inconsciemment les étapes de son futur empire de la mort. Quand elle atteignit l'âge adulte, Émilienne hérita de la petite vinicole familiale. C'était un domaine modeste mais suffisant pour mettre en pratique ses talents. Les habitants de Vertus la connaissaient comme une femme charmante, raffinée et cultivée, mais personne ne pouvait imaginer l'ombre qui se cachait derrière ce visage parfait. Les vignes, qu'elle chérissait, devenaient le théâtre silencieux de ses expériences, chaque raisin récolté pouvant devenir un outil dans ses mains expertes. Les premiers incidents restèrent longtemps un secret. Les visiteurs qui s'aventuraient dans son domaine pour goûter le vin revenaient parfois étrangement silencieux, fatigués, malades, ou disparaissaient complètement. Les rumeurs commencèrent à circuler, mais Émilienne avait appris à les détourner avec habileté. Elle devenait, aux yeux du village, une énigme fascinante, une femme mystérieuse dont la beauté et le charme cachèrent des intentions impénétrables. Cependant, le passé d'Émilienne n'était pas seulement une école de cruauté.
Il était aussi un mélange de blessures personnelles et de stratégies apprises dans la douleur. Chaque acte de manipulation ou de meurtre était enraciné dans son enfance, dans les injustices et les humiliations qu'elle avait subies. La violence qu'elle exerçait sur ses victimes était une extension de sa propre survie, un moyen de reprendre le contrôle sur un monde qui, jadis, l'avait écrasé. Le village, cependant, commençait à percevoir des fissures dans le voile de perfection qu'Émilienne avait tissé. Des chiens errants aboyaient souvent près de sa propriété, des témoins rapportaient des bruits étranges la nuit, et certains osaient parler de figures sombres aperçues parmi les vignes. Mais la peur et le respect qu'elle inspirait suffisaient à maintenir le silence. Et puis un événement inattendu allait bouleverser l'équilibre, l'arrivée d'un enquêteur venu de Reims nommé Augustin Moreau. Homme intelligent et perspicace, Augustin ne se contentait pas de suivre les apparences. Il observait les détails, notait les incohérences et sentait, sans pouvoir encore le prouver, que quelque chose d'horrible se tramait dans ce domaine de Champagne. Son regard perçant et son instinct aigu allaient bientôt entrer en collision avec l'esprit calculateur d'Émilienne, créant un jeu du chat et de la souris où chaque mouvement pouvait être fatal. Avant de s'approcher trop près de la vérité, il était encore temps pour les spectateurs de se protéger. Abonnez-vous au canal et dites-nous dans quelle ville vous regardez cette vidéo et quelle est la température actuelle. Peut-être que votre attention vous sauvera de l'ombre qui plane. Émilienne, cependant, continuait à perfectionner son art. Elle expérimentait de nouvelles combinaisons de vins et de poisons, étudiait les réactions psychologiques de ses visiteurs et notait chaque détail dans un carnet secret. Les vignes devenaient des alliées silencieuses, transformant chaque grappe de raisin en instrument de pouvoir et chaque visiteur en participant involontaire à son expérience macabre. Les ombres du passé s'étendaient désormais devant elle, prêtes à se mêler à l'avenir et à envelopper tous ceux qui osaient pénétrer son domaine. Émilienne Giraud n'était plus seulement une héritière ou une vigneronne. Elle était devenue une légende de la peur, une femme dont la beauté cachait un esprit de manipulation et une fascination pour la mort. Chaque pas qu'un visiteur faisait sur son domaine rapprochait de l'inévitable, et les spectateurs, dans leur propre maison, ressentaient déjà le frisson de l'horreur qui allait se dévoiler dans les prochains chapitres. La brume matinale enveloppait les vignobles de Vertus, créant une atmosphère presque irréelle. Les rayons du soleil peinaient à percer le voile gris, et chaque goutte de rosée semblait refléter des secrets enfouis. C'est dans ce décor mystérieux qu'Augustin Moreau posa pour la première fois le pied sur le domaine d'Émilienne Giraud, sans se douter que chaque pas le rapprochait de l'ombre mortelle qu'il était venu traquer. Augustin n'était pas un homme ordinaire. Sa réputation d'enquêteur méthodique et inflexible l'avait précédé. Dans les couloirs sombres de la préfecture de Reims, on parlait de lui comme de quelqu'un qui ne laissait jamais une affaire inachevée. Mais ici, au cœur de la Champagne, il allait découvrir que la logique seule ne suffisait pas pour comprendre l'horreur humaine. Il commença par interroger les villageois. La peur se lisait dans leurs yeux, la méfiance dans leurs voix. Certains parlaient de disparitions mystérieuses, d'autres de visiteurs retrouvés faibles et malades après une dégustation, mais personne ne voulait désigner Émilienne directement. Les mots étaient choisis avec soin. Des hésitations subtiles trahissaient les secrets que chacun préférait taire. Augustin nota chaque détail, chaque nuance, conscient que la vérité se cachait souvent entre les lignes. Son enquête le mena bientôt au domaine lui-même. Les vignes semblaient vivantes, bruissant d'un murmure que seul Augustin semblait percevoir. Le sol portait des traces imperceptibles, des sentiers qui disparaissaient soudainement, comme si quelqu'un ou quelque chose avait effacé ses propres indices. La maison d'Émilienne, avec sa façade élégante et ses fenêtres qui reflétaient le ciel gris, paraissait à la fois accueillante et menaçante. Le premier contact avec Émilienne fut un mélange de fascination et de danger. Elle l'accueillit avec un sourire parfait, sa voix douce contrastant avec l'acuité de son regard. Elle posait des questions sur la ville, sur la température, sur les visiteurs récents, tout en évaluant Augustin avec la précision d'un prédateur. Augustin sentit immédiatement la tension sous-jacente. Chaque mot échangé, chaque geste, pouvait être un piège ou un indice. Au fil des jours, il commença à remarquer des anomalies, des invités qui disparaissaient, des repas auxquels personne ne voulait plus assister, et des bouteilles de vin dont l'étiquette semblait changer légèrement à chaque visite. Des objets déplacés, des portes entr'ouvertes alors qu'il n'y avait personne, des bruits étouffés venant des caves. Tout cela formait un puzzle macabre qu'Augustin devait assembler. Un soir, alors que la lune projetait une lumière argentée sur les vignes,
Augustin découvrit le carnet secret d'Émilienne. Entre ces pages, il lut des notes détaillées sur ses expériences, ses poisons, ses observations psychologiques des visiteurs et des villageois. Chaque ligne révélait un esprit calculateur, froid, mais incroyablement méthodique. La fascination d'Émilienne pour la manipulation et la mort se déployait avec une clarté effrayante, et Augustin comprit que la femme qu'il poursuivait n'était pas simplement une criminelle, elle était une artiste de l'horreur, une stratège de la peur. Mais Augustin n'était pas seul dans sa traque. Émilienne, consciente de ses investigations, commença à préparer des pièges subtils. Des invitations au dîner devenèrent des tests, des conversations anodines servaient à évaluer sa détermination et chaque geste de curiosité de sa part était surveillé. Le domaine entier semblait conspirer avec elle. Les ombres dans les vignes, le vent qui sifflait à travers les feuilles, les portes qui grinçaient, tout contribuait à créer une atmosphère où l'enquêteur ne pouvait jamais se détendre. Et pourtant, malgré le danger, Augustin progressait. Il commença à relier les incidents passés, à comprendre les motifs et les méthodes. La complexité d'Émilienne le fascinait autant qu'elle le terrifiait. Il savait que chaque pas en avant pouvait le rapprocher de la mort, mais l'idée de laisser la vérité s'échapper était plus insupportable que le risque lui-même. Au milieu de cette tension, le spectateur est invité à participer. Abonnez-vous au canal, partagez dans quelle ville vous regardez cette vidéo et quelle est la température actuelle. Vos réponses pourraient influencer l'histoire, ou du moins vous rapprocher de la compréhension de la peur qui rôde dans la Champagne. Les jours suivants, Augustin trouva des preuves qui le mirent face à un dilemme moral. Dénoncer Émilienne signifiait mettre fin à ses expériences, mais la confronter directement signifiait s'exposer à un danger mortel. Il devait trouver un équilibre, utiliser son intelligence pour anticiper les mouvements d'Émilienne et comprendre comment ses vignes, son vin et son domaine étaient devenus des instruments de terreur. Alors que le premier vrai affrontement approchait, le domaine semblait retenir son souffle. Les vignes, le vent, la lumière de la lune et l'ombre des bâtiments se combinaient pour créer un théâtre sinistre. Chaque pas, chaque respiration, chaque regard portait la promesse de révélation, mais aussi le risque de mourir sans jamais connaître la fin. Augustin savait que le temps était compté. Chaque jour passé dans ce domaine augmentait le danger, mais il devait continuer, guidé par la logique, l'instinct et la curiosité qu'il avait toujours définie. Le spectateur ressent cette tension, comme si chaque seconde à l'écran rapprochait d'une confrontation inévitable avec Émilienne et ses sombres secrets. La brume matinale enveloppait les vignobles de Vertus, créant une atmosphère presque irréelle. Les rayons du soleil peinaient à percer le voile gris, et chaque goutte de rosée semblait refléter des secrets enfouis. C'est dans ce décor mystérieux qu'Augustin Moreau posa pour la première fois le pied sur le domaine d'Émilienne Giraud, sans se douter que chaque pas le rapprochait de l'ombre mortelle qu'il était venu traquer. Augustin n'était pas un homme ordinaire. Sa réputation d'enquêteur méthodique et inflexible l'avait précédé. Dans les couloirs sombres de la préfecture de Reims, on parlait de lui comme de quelqu'un qui ne laissait jamais une affaire inachevée. Mais ici, au cœur de la Champagne, il allait découvrir que la logique seule ne suffisait pas pour comprendre l'horreur humaine. Il commença par interroger les villageois. La peur se lisait dans leurs yeux, la méfiance dans leurs voix. Certains parlaient de disparitions mystérieuses, d'autres de visiteurs retrouvés faibles et malades après une dégustation. Mais personne ne voulait désigner Émilienne directement. Les mots étaient choisis avec soin. Des hésitations subtiles trahissaient les secrets que chacun préférait taire. Augustin nota chaque détail, chaque nuance, conscient que la vérité se cachait souvent entre les lignes. Son enquête le mena bientôt au domaine lui-même. Les vignes semblaient vivantes, bruissant d'un murmure que seul Augustin semblait percevoir. Le sol portait des traces imperceptibles, des sentiers qui disparaissaient soudainement, comme si quelqu'un ou quelque chose avait effacé ses propres indices. La maison d'Émilienne, avec sa façade élégante et ses fenêtres qui reflétaient le ciel gris, paraissait à la fois accueillante et menaçante. Le premier contact avec Émilienne fut un mélange de fascination et de danger. Elle l'accueillit avec un sourire parfait, sa voix douce, contrastant avec l'acuité de son regard. Elle posait des questions sur la ville, sur la température, sur les visiteurs récents, tout en évaluant Augustin avec la précision d'un prédateur. Augustin sentit immédiatement la tension sous-jacente. Chaque mot échangé, chaque geste, pouvait être un piège ou un indice. Au fil des jours, il commença à remarquer des anomalies,
des invités qui disparaissaient, des repas auxquels personne ne voulait plus assister, et des bouteilles de vin dont l'étiquette semblait changer légèrement à chaque visite. Des objets déplacés, des portes entr'ouvertes alors qu'il n'y avait personne, des bruits étouffés venant des caves. Tout cela formait un puzzle macabre qu'Augustin devait assembler. Un soir, alors que la lune projetait une lumière argentée sur les vignes, Augustin découvrit le carnet secret d'Émilienne. Entre ces pages, il lut des notes détaillées sur ses expériences, ses poisons, ses observations psychologiques des visiteurs et des villageois. Chaque ligne révélait un esprit calculateur, froid, mais incroyablement méthodique. La fascination d'Émilienne pour la manipulation et la mort se déployait avec une clarté effrayante, et Augustin comprit que la femme qu'il poursuivait n'était pas simplement une criminelle, elle était une artiste de l'horreur, une stratège de la peur. Mais Augustin n'était pas seul dans sa traque. Émilienne, consciente de ses investigations, commença à préparer des pièges subtils. Des invitations au dîner devenèrent des tests, des conversations anodines servaient à évaluer sa détermination et chaque geste de curiosité de sa part était surveillé. Le domaine entier semblait conspirer avec elle. Les ombres dans les vignes, le vent qui sifflait à travers les feuilles, les portes qui grinçaient, tout contribuait à créer une atmosphère où l'enquêteur ne pouvait jamais se détendre. Et pourtant, malgré le danger, Augustin progressait. Il commença à relier les incidents passés, à comprendre les motifs et les méthodes. La complexité d'Émilienne le fascinait autant qu'elle le terrifiait. Il savait que chaque pas en avant pouvait le rapprocher de la mort, mais l'idée de laisser la vérité s'échapper était plus insupportable que le risque lui-même. Au milieu de cette tension, le spectateur est invité à participer. Abonnez-vous au canal, partagez dans quelle ville vous regardez cette vidéo et quelle est la température actuelle. Vos réponses pourraient influencer l'histoire, ou du moins vous rapprocher de la compréhension de la peur qui rôde dans la Champagne. Les jours suivants, Augustin trouva des preuves qui le mirent face à un dilemme moral. Dénoncer Émilienne signifiait mettre fin à ses expériences, mais la confronter directement signifiait s'exposer à un danger mortel. Il devait trouver un équilibre, utiliser son intelligence pour anticiper les mouvements d'Émilienne et comprendre comment ses vignes, son vin et son domaine étaient devenus des instruments de terreur. Alors que le premier vrai affrontement approchait, le domaine semblait retenir son souffle. Les vignes, le vent, la lumière de la lune et l'ombre des bâtiments se combinaient pour créer un théâtre sinistre. Chaque pas, chaque respiration, chaque regard portait la promesse de révélation, mais aussi le risque de mourir sans jamais connaître la fin. Augustin savait que le temps était compté. Chaque jour passé dans ce domaine augmentait le danger, mais il devait continuer, guidé par la logique, l'instinct et la curiosité qu'il avait toujours définis. Le spectateur ressent cette tension, comme si chaque seconde à l'écran rapprochait d'une confrontation inévitable avec Émilienne et ses sombres secrets. Le matin se leva sur les vignobles de Vertus, baignant les rangées de ceps dans une lumière douce, presque trompeuse. La rosée scintille comme une promesse fragile, mais Augustin Moreau sait que derrière cette beauté se cache un piège parfaitement orchestré. Chaque feuille, chaque treille semble surveiller ses mouvements et le moindre craquement du sol sous ses pas devient un présage. Émilienne Giraud a préparé son plan avec une précision terrifiante. Les visiteurs qui s'aventurent dans ces vignes ne s'en rendent jamais compte à temps. Tout est calculé. Les chemins sinueux, les odeurs, les lumières du matin et de l'après-midi, même le bruissement du vent dans les feuilles. Pour un œil non averti, c'est un paradis, mais pour ceux qui savent lire les signes, c'est un labyrinthe mortel. Augustin avance avec prudence. Ses pas sont silencieux, son regard scrutant chaque détail. Il a appris à déchiffrer les indices laissés derrière lui, et chaque empreinte, chaque trace de pas ou de sol retourné lui parle. Pourtant, il sent que quelque chose d'invisible l'observe, que le piège d'Émilienne n'est pas seulement physique, il est psychologique, un jeu de manipulation qui teste sa patience et sa raison. Le domaine semble vivant, des ombres se déplacent avec le vent. Les rayons du soleil filtrant à travers les feuilles créent des illusions de formes humaines et parfois un rire léger, presque imperceptible, semble flotter dans l'air. Augustin sait que chaque perception peut être une tromperie et il ajuste son rythme et ses pensées pour rester maître de la situation. Alors qu'il s'approche du cœur du domaine, il découvre une série de bouteilles anciennes, soigneusement alignées sur un vieux chariot de bois.
Les étiquettes sont intactes, mais Augustin reconnaît la signature d'Émilienne. Un poison subtil, à la concentration parfaite pour affaiblir lentement ses victimes. Il frissonne, conscient que ces bouteilles sont à la fois des trésors et des instruments de mort. Émilienne apparaît soudainement, comme sortie de nulle part, son visage illuminé par un sourire calme mais inquiétant. Elle l'invite à déguster un vin spécial, prétendant partager l'histoire d'un millésime rare. Augustin refuse poliment, mais ses yeux sont fixés sur chaque mouvement, chaque geste, analysant la tension dans les muscles de la femme qui se tient devant lui. Le piège devient plus évident lorsqu'il remarque des indices subtils dans le sol et les plantes, des mécanismes dissimulés, des traces de pas dirigées vers des fosses cachées, des feuilles qui semblent avoir été déplacées intentionnellement pour guider ou confondre. Émilienne utilise le paysage comme un échiquier, et chaque pas d'Augustin est un mouvement calculé, sur lequel elle a déjà réfléchi. Pour ne pas tomber dans la peur, Augustin commence à utiliser son intellect et ses connaissances en chimie et en psychologie. Il étudie les vignes, les sols et les odeurs, reconstruisant le plan mental de la criminelle. Il comprend que pour survivre, il doit anticiper non seulement les actions d'Émilienne, mais aussi l'effet de son domaine sur l'esprit et les sens. Les heures passent, et l'enquêteur se trouve confronté à des dilemmes moraux. Chaque piège qu'il désactive ou comprend révèle l'ampleur de la cruauté d'Émilienne et la profondeur de sa maîtrise. Augustin ressent une fascination mêlée de répulsion, conscient que son intelligence seule ne suffit pas toujours à déjouer la subtilité de la manipulation humaine. La tension atteint son apogée lorsqu'Augustin découvre un sentier étroit menant à une cave cachée sous les vignes. L'odeur du vin et du bois ancien se mélange à celle d'un parfum plus sinistre, presque métallique. Chaque pas dans ce tunnel devient un défi. Un faux mouvement pourrait déclencher une trappe, un poison volatile ou une autre surprise mortelle. C'est à ce moment que le spectateur est invité à interagir. Abonnez-vous au canal, dites dans quelle ville vous regardez et partagez la température actuelle. Êtes-vous prêt à suivre Augustin dans le piège des vignes? Vos réponses feront partie de cette immersion dans la terreur de la Champagne. Dans la cave, Augustin trouve des documents et des échantillons de poison soigneusement catalogués, chaque flacon marqué avec la date, la dose et l'effet attendu. Il comprend que la stratégie d'Émilienne ne repose pas seulement sur la surprise physique, mais sur la domination psychologique et l'anticipation du comportement humain. C'est un art cruel, presque scientifique, de la terreur. Mais le plus dangereux est encore à venir. Les vignes elles-mêmes, sculptées pour guider les pas et jouer avec la perception, forment un labyrinthe mortel, où le moindre faux pas peut devenir fatal. Émilienne est toujours invisible, orchestrant ses mouvements avec une précision de chef d'orchestre, et chaque son, chaque ombre est une partie de son plan. À la fin du bloc, Augustin réalise que la seule façon de survivre est de retourner la stratégie contre Émilienne. Mais pour cela, il doit pénétrer plus profondément dans son monde, comprendre ses motivations et anticiper non seulement ses actions, mais aussi l'effet psychologique qu'elle souhaite provoquer. Le spectateur reste suspendu, impatient de découvrir si l'intelligence et la prudence suffiront à contrer l'horreur dans le. Le soleil commence à disparaître derrière les collines de la Champagne, projetant des ombres longues et inquiétantes sur les rangées de vignes. Augustin Moreau sait que le temps joue contre lui. Chaque instant passé dans le domaine d'Émilienne Giraud rapproche les visiteurs d'une fin inéluctable, et la femme derrière ce plan sinistre est plus proche qu'il ne l'imagine. Le chemin vers la cave secrète est semé d'illusions. Des branches brisées, des feuilles déplacées et des jeux de lumière créent un labyrinthe où le sens de l'orientation devient un danger en soi. Augustin avance avec prudence, chaque respiration calculée, chaque pas pesé. Il sent la présence d'Émilienne dans chaque souffle du vent, chaque bruissement des vignes. Elle ne s'est jamais montrée aussi subtile et effrayante qu'en ce moment. À l'intérieur de la cave, l'odeur de bois ancien et de vin fermenté se mêle à un parfum métallique, évoquant la menace imminente du poison. Les étagères sont alignées avec une précision presque militaire, chaque bouteille étant à la fois un trophée et une arme. Augustin étudie chaque détail, chaque étiquette, cherchant des indices pour anticiper le prochain mouvement de la criminelle. C'est alors qu'Émilienne apparaît, silencieuse comme une ombre, son regard perçant fixé sur Augustin. Elle ne prononce pas un mot au début, son sourire suffit à glacer le sang. Chaque geste est calculé, chaque regard
un défi. Augustin comprend que la confrontation ne sera pas seulement physique, mais psychologique. La femme qu'il affronte est une manipulatrice hors pair, capable de retourner chaque émotion contre lui. Les deux se déplacent dans la cave, presque en danse, chaque mouvement étant un test de maîtrise et de patience. Augustin sait que pour survivre, il doit anticiper non seulement les pièges physiques, mais aussi les jeux d'esprit qu'Émilienne orchestre depuis des années. La tension monte à un point insoutenable. Le spectateur ressent chaque battement de cœur, chaque hésitation, chaque souffle retenu. Émilienne tente de séduire et de déstabiliser Augustin avec des paroles douces et trompeuses, évoquant la beauté du vin, la pureté de la champagne et la fragilité des vies humaines. Mais Augustin reste concentré, utilisant son intellect et son expérience pour inverser la dynamique. Il sait que la survie dépend de la rapidité de ses décisions et de la précision de ses actions. Le moment décisif arrive lorsqu'Émilienne tente de renverser un flacon contenant un poison violent, espérant que le geste rapide et inattendu prendra Augustin au dépourvu. Mais il a anticipé ce mouvement, utilisant les connaissances chimiques qu'il possède pour neutraliser le danger. Le flacon tombe au sol, se brisant avec un bruit sec qui résonne dans la cave, marquant le tournant de la confrontation. La bataille mentale devient plus intense. Chaque parole, chaque geste est une arme, et chaque émotion devient un piège potentiel. Émilienne, pourtant implacable depuis le début, commence à montrer de petites fissures dans sa façade. Un sourire trop long, un geste légèrement hésitant. Augustin les remarque immédiatement. Il sait que ce sont les failles qui détermineront l'issue. Le clou dramatique survient lorsque Augustin réussit à retourner la stratégie d'Émilienne contre elle. En utilisant les pièges psychologiques qu'elle avait construits, il crée une diversion, la forçant à révéler sa véritable intention. La manipulation totale de ceux qui l'entourent, transformant la beauté de la Champagne en théâtre de mort. C'est dans ce moment précis que le spectateur est invité à participer. Abonnez-vous au canal et partagez la ville et la température de votre région pour être plongé au cœur de cette confrontation finale. Émilienne tente une dernière manœuvre désespérée, utilisant les vignes et les ombres comme armes, mais Augustin, avec calme et stratégie, parvient à la neutraliser. Il sait que chaque pas dans ce domaine est surveillé, que chaque détail compte, et il exploite cette connaissance pour reprendre le contrôle. La tension psychologique atteint son paroxysme, et chaque respiration devient une victoire silencieuse contre la terreur qu'Émilienne a imposée pendant des années. Finalement, Émilienne est maîtrisée. Son sourire disparaît, remplacé par une expression de surprise et de rage contenue. Augustin sait que le danger est écarté, mais il reste marqué par l'expérience. Les vignes de Champagne, autrefois splendides et accueillantes, portent maintenant l'ombre d'une horreur inoubliable. Les visiteurs peuvent être sauvés, mais l'histoire d'Émilienne Giraud restera gravée dans les mémoires comme un avertissement. La beauté peut dissimuler les pires intentions. Alors que la nuit tombe sur les collines, Augustin sort de la cave, regardant les étoiles et respirant l'air frais. La Champagne, autrefois théâtre de poison et de manipulation, retrouve enfin sa tranquillité. Mais l'écho de la confrontation reste présent, un rappel permanent que la vigilance et l'intelligence sont les seules armes face à ceux qui manipulent la vie et la mort avec tant de dextérité. Le bloc se termine sur une note de suspense maîtrisée. Le spectateur reste imprégné de la tension, conscient de l'ingéniosité et de la cruauté d'Émilienne, mais également du courage et de l'intelligence d'Augustin. La conclusion offre à la fois résolution et réflexion, clôturant l'histoire tout en laissant une trace de frisson durable.